Des livres plein les oreilles. Salut tout le monde, Clotilde essaye au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois cette semaine l'émission Des livres plein les oreilles qui, comme son nom l'indique, ne se consacre qu'aux livres audio. Cette semaine, on commence avec un livre d'ici, une histoire d'ici, une histoire qui n'arrive pas qu'ici et qui n'arrive pas qu'aux autres. Une histoire qui risque bien d'allumer, voire de rassurer peut-être des personnes à qui la même histoire arrive. Ça en fait bien des histoires, mais il n'y a pas d'autre mot que celui-ci. Une histoire donc, celle d'une personne qui revient à la vie le jour où on lui apprend que sans aucun doute possible, elle est autiste. C'est superbement écrit et lu par Mélissa Perron, celle à qui cette histoire est arrivée et se poursuit d'ailleurs. Parlant de poursuite, celle de Guillaume Musso, qu'une autrice accuse de plagiat. Et puis, Guillaume Musso, le prolifique Guillaume Musso, celui qui vend des livres comme des petits pains, autant d'ailleurs en Europe qu'ici. Ici, il fait partie des 10 livres, des 10 meilleures ventes de l'année 2024, avec son petit dernier, donc quelqu'un d'autre qui serait peut-être un plagiat. Et puis, les prix audio libres, on continue. J'ai pris l'engagement de vous présenter tous les livres audio en lice. En voici 2 autres, des livres qui d'ailleurs n'avaient jamais été abordés dans le cadre de l'émission Des livres plein les oreilles, à laquelle je vous souhaite la bienvenue. Pour vous présenter ce premier livre, je vous dis tout de suite, j'avais invité l'autrice Mélissa Perron à se joindre à moi pour vous parler beaucoup mieux que ce que je vais le faire moi-même de cet autisme qu'on lui a décelé à 40 ans. Et donc... tout d'un coup, on a répondu à tellement de questionnements dans la vie de cette femme-là. J'aurais aimé qu'elle vienne nous en parler. Elle n'a pas répondu à mon appel et je ne lui en veux pas. Je sais que c'est quelqu'un d'extrêmement timide qui a du mal à s'exprimer oralement et à parler de sa vie. Donc, Mélissa, si vous m'écoutez, je ne vous en veux, mais alors absolument pas. Surtout que vous avez lu vous-même votre livre et c'est tellement... je ne vais pas dire formidable de vous entendre parce que c'est pas un bon mot. C'est tellement émouvant, voilà. Et votre lecture est tellement juste, comme je vais le faire entendre d'ailleurs à nos auditeurs aujourd'hui, que oui, c'est vrai que j'aurais aimé que vous puissiez être là, mais que était-ce bien nécessaire? Surtout que Mélissa Perron, à qui l'on doit ce livre-là, Femme caméléon, c'est le titre, a rédigé récemment dans la presse CA un témoignage sur lequel je pourrais m'appuyer beaucoup pour lancer un premier extrait. Alors, elle dit ceci, je vais carrément lire ce qu'elle nous dit, Mélissa Perron. Chaque fois qu'on m'annonçait une autre maladie mentale, je ressortais du cabinet du médecin avec une posologie m'indiquant le dosage du nouveau médicament à prendre. J'en aurais pris en tout une dizaine, antidépresseurs et antipsychotiques confondus. Trop gelée, j'ai perdu de grands bouts de mon adolescence. J'ai cherché longtemps, j'ai vu des dizaines de psychologues, j'ai fait des thérapies, incapable de travailler pour subvenir à mes besoins. J'ai rempli ma demande d'aide sociale à 18 ans. Ma vie de femme a débuté à 23 ans par une grossesse et comme toute bonne maman, j'ai toujours tout donné en ayant cette même trame de fond, une grande détresse. Je me suis moulée à vous pour survivre. J'ai changé mes couleurs chaque fois que j'ai débuté un nouvel emploi en fin de semaine. Je vous ai regardé, j'ai enregistré tout ce que je devais faire pour être des vôtres. À 26 ans, j'avais arrêté mon plan, en finir avec la vie. Ma fille avait 3 ans. Je voudrais qu'on écoute un premier extrait de ce livre « Femme caméléon », écrit et lu par Mélissa Perron. C'est là où, tout d'un coup, elle apprend qui elle est vraiment. La deuxième fois que je suis née, j'avais 38 ans. C'était le 22 juin 2018, plus précisément. Le mois de juin est jaune comme du beurre. J'avais mis une robe fleurie et un peu de rouge à lèvres pour l'occasion. D'habitude, j'en mets juste à mon anniversaire et aux fêtes.
Je me souviens de cette fenêtre sur laquelle mon regard était rivé tout au long du processus. J'étais mal à l'aise de regarder dans les yeux celle qui m'évaluait. Je répondais aux questions en épiant 3 corbeaux s'affairant à criailler sur le toit d'en face. C'était peut-être leur façon de me souhaiter la bienvenue au monde. Assise droite sur ma chaise, j'aimais qu'on prenne le temps de m'éplucher, de m'étudier, de me décortiquer. J'aimais surtout qu'on prenne mon cas au sérieux. J'étais maintenant un fruit précieux et rare. L'ère de la patate chaude dont on ne savait plus quoi faire était enfin révolue. J'étais une patate chaude et fatiguée. Fraise ananas, un fruit rare et un goût authentique. Comme lors d'une naissance, je n'ai pas eu le réflexe de regarder ma montre quand j'ai pris ma première vraie inspiration et que j'ai lâché un petit cri avant de fondre en pleurs. Mais je me souviens très clairement de cette phrase qui a été le début de tout. Vous êtes une femme autiste. Je n'ai aucun doute là-dessus. J'avais donc eu raison de me sentir aussi différente. Je pleurais, mais c'était des larmes de joie. C'était plus qu'un diagnostic qui venait d'être posé. C'était un billet pour une nouvelle vie au lettrage doré où je pouvais lire « Tu as le droit d'être là ». J'avais le droit d'exister, mais surtout, on me disait que je pouvais vivre parmi les autres. Encore assise sur ma chaise, j'avais pris le temps de pleurer mon soulagement d'être enfin considérée pour qui j'étais et d'accueillir la fin de ce long périple dans mes fonds marins. On me remontait doucement à la surface tout en m'offrant un précieux conseil. Prends le temps d'assimiler l'annonce du diagnostic. Partage-le avec ceux en qui tu as confiance. Mais prends ton temps, Mélissa. Prendre mon temps? Mais pourquoi? Si j'avais pu monter sur le toit de l'édifice comme les corbeaux pour nouvelles, je l'aurais fait. Dans l'heure qui a suivi, des milliers de personnes pouvaient lire sur le réseau social de ma page d'entreprise « Je viens de savoir que je suis une femme autiste. Ça répond à toutes les questions que j'avais. Enfin, quel soulagement! » Des centaines de messages de soutien et de félicitations déferlés et chacun d'eux amplifiait ma joie. Je suis une femme autiste! Ce jour-là, j'étais même imperméable aux commentaires blessants de certaines personnes de mon entourage. Avec le temps, j'apprendrai que le silence est plus cruel que certains préjugés. T'es pas tannée de toujours te chercher des bébites, Mélissa? Toi, une femme autiste, attends, tu me parles, puis tu me regardes dans les yeux. Crois pas à ce diagnostic-là. Je savais que t'étais bizarre. Je savais que t'étais crissement weird. Mais autiste, là, tu me surprends. Autiste. Une femme autiste. Ah, c'est ça que t'avais. Est-ce que naître 2 fois méritait d'être souligné? Évidemment. Party! J'ai pris une petite pause dans l'autre pièce où il y a le chat. Mais non, il n'y a pas eu de fête. Je suis plutôt partie en voyage, un périple de quelques mois. Un proverbe africain dit « Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient ». C'est là que j'ai posé mes valises. On y retourne? Suivez-moi. Équipement requis, tuque et broche. Attache ta tuque avec de la broche. Expression québécoise qui invite à se préparer à ce qui s'en vient. Intéressant, hein, cette lecture-là. Je vous rappelle qu'il s'agit de Mélissa Perron, autrice et narratrice de son propre livre « Femme caméléon ». Et je m'appuie toujours sur ce papier qu'elle a fait paraître dans la presse, ce témoignage au sujet de Femme caméléon, où, entre autres, elle nous dit qu'il est normal de ne pas suspecter l'autisme chez la femme, puisque, explique-t-elle,
les jeunes filles, nous acquérons très tôt la capacité d'imiter nos pères et de devenir des professionnels dans l'art du camouflage, père, P-A-I-R-S. Nos critères sont donc moins perceptibles que chez les garçons. Je suis la première heureuse de voir des documentaires visant à sensibiliser la population sur le cas des enfants vivant avec ce trouble, mais en éclairant une seule partie du spectre, l'autre reste dans l'ombre. Alors, qu'est-ce que le spectre de l'autisme, entre autres, chez une jeune fille? On va en savoir un petit peu plus en écoutant ce deuxième extrait. J'ai toujours considéré que les chiffres étaient comme nous, avec qualité et leurs défauts. 1. Gentil et fidèle. 2. Perfectionniste, timide. 3. Le frère du 5. 4. Résiliente, souriante. C'est sûr que c'est une joueuse de tennis. 5. Rebelle, rancunier, pas gentil. 6. Menteur, orgueilleux. 7. Jaune, hypocrite. 8. Sympathique, heureux. 9. Est dans le règne animal. La synesthésie est un désordre bénin du traitement des informations sensorielles. Exemple, associer des chiffres ou des lettres à des couleurs, sensation de goûter des images, donner une couleur à des sons, etc. J'imagine les jours de la semaine de cette façon. De droite à gauche, avec une légère pente descendante à partir du samedi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, blanc, propre. Mardi, de couleur pêche. Mercredi, indigo, mesquin, comme le chiffre 5. Jeudi, turquoise, libre. Vendredi, velours noir, sexy. Samedi, gris, triste. Et le dimanche, rouge, enjoué. À 4 ans, je me suis prise d'amour pour l'allocution adverbiale « à présent ». Toutes mes phrases commençaient par ces 2 mots, même si ça n'avait pas de sens. À présent, ma couverte rose, c'est mon amie depuis toujours. À présent, hier, j'ai joué avec mon singe. J'avais aussi entendu à la télé le mot cucurbitacé et j'avais eu un coup de foudre pour sa sonorité et l'effet trampoline que j'avais en bouche en le prononçant. Cucurbitacé. Je l'aime encore autant. C'est vraiment excellent. Je vous recommande 2 fois plutôt qu'une de vous procurer ce livre audio Femme Caméléon 2 est lu par Mélissa Perron. Ça a été édité par KO Éditions. C'est un enregistrement quand même assez court, hein, c'est 1h26. Vous pouvez vous procurer cela sur nara.ca. Vous savez que c'est le catalogue de référence ici pour tous les livres qui sortent en audio en français. Nara, c'est québécois, c'est fait chez nous et ça a été enregistré au studio Bulldog. Rapidement, je voudrais juste vous dire, Guillaume Musso, tout le monde l'adore. Écoutez, il fait un tabac autant en Europe qu'ici. Même ici, c'est ça. Il fait partie des 10 meilleurs vendeurs, à côté d'Éric Chacour, à côté de, ici, le Québécois, aux côtés de Pierre Lemaître et tout ça. Et là, figurez-vous que son petit dernier, qui s'appelle Quelqu'un d'autre, eh bien, il y a une autrice franco-congolaise qui a publié en 2022, et tu ne le sais pas, elle a publié ça par ses propres moyens. Elle s'est ensuite lancée dans l'auto-édition et elle rapporte qu'elle avait envoyé son manuscrit à Kalman Levy, qui est l'éditeur de Guillaume Musso. Et lorsqu'il a quelqu'un d'autre en 2024, cette femme qui s'appelle Diana Katalayi
Junga aurait découvert des similitudes, et même plus que des similitudes, entre le roman de l'écrivain français et son propre livre. Évidemment, l'éditeur dit que tout ça, ça n'est que de la bêtise et que c'est absolument faux. Qui croire, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on en parle encore plus du coup de ce livre-là et il s'en vend encore plus. Extrait de Quelqu'un d'autre de Guillaume Musso, lu par Rémi Bichet. Quelqu'un d'autre. De Guillaume Musso. Lu par Rémi Bichet. Ne pouvoir vivre qu'une vie, c'est comme ne pas vivre du tout. Milan Kundera. Première partie, La passagère. Chapitre 1. Ce que l'on fuit. Tout commence par une interruption. Paul Valéry. Côte d'Azur, baie de Cannes. C'est le ciel qui vous happait d'entrée. Méditerranéen, hypnotique. Un aplat d'un bleu profond qui donnait le vertige. L'air était pur, dépourvu d'humidité, traversé çà et là par le vol des mouettes au-dessus du bateau. Un yacht de 45 pieds, oscillant dans le clapotis régulier des vagues argentées. Oriana Di Pietro était arrivée 3 heures plus tôt, par un vol en provenance de Milan. Dès que l'avion s'était posé à Nice, elle avait appelé la capitainerie du port Canto pour demander que l'on appareille le Luna Blue. Elle s'était rendue directement à Cannes, depuis l'aéroport, sans passer par la maison. Elle avait besoin de calme et de solitude pour bien peser les conséquences de la décision qu'elle s'apprêtait à prendre. Elle avait jeté l'ancre au milieu des 2 plus grandes îles de l'Érins, là où la mer devient turquoise. Persuadée que cette escapade l'apaiserait et l'aiderait à y voir plus clair, elle s'était installée sur le flybridge où elle avait fait coulisser la banquette pour la transformer en bain de soleil. Depuis cette position surélevée, elle embrassait tout le paysage. L'horizon azur, le massif de l'Estérel, la silhouette romanesque du monastère fortifié de Saint-Honorat. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Oriana avait bien essayé de se détendre, mais au lieu de l'apaisement espéré, une inquiétude s'installait en elle. À demi redressée sur les coussins, elle retira ses lunettes. La mer s'était assombrie, comme si on avait dilué du mercure dans la grande bleue. Des vagues s'étaient creusées. Le présage d'une tragédie imminente flottait dans l'air électrique. Elle se leva de la banquette et s'enroula dans un paréo. Elle sentait une présence, une menace invisible qui lui fit regretter de ne pas avoir emmené un skipper ou un garde du corps. Inquiète, elle descendit sur le pont inférieur, inspecta l'intérieur de la cabine, fit le tour du yacht, regarda à travers les fenêtres qui s'étiraient sur toute la longueur de la coque. Elle ne vit personne, mais cela ne calma pas son angoisse. Qui était là? Adrien? Les enfants? Cette petite garce d'Adèle Keller? La peur zébra sa peau de décharges glacées. Elle s'arrêta à l'arrière du bateau, entreprit de se raisonner, s'interrogea de nouveau.
Et elle a bien raison de s'interroger, la madame, parce que, bon, écoutez, tout est là pour faire un succès. Donc, comme vous l'avez entendu, on est sur les bords de la Côte d'Azur. Oh mon Dieu que c'est laid. Nous sommes au printemps de 2023, au large de Cannes. Nous sommes sur un yacht, donc avec à son bord cette Oriana Di Pietro, éditrice italienne et héritière d'une célèbre famille milanaise, d'où son nom. Et elle a raison d'avoir peur, elle sera agressée sauvagement. Là, je ne déflore rien, tout ça arrive au début du livre. Et elle ne succombera qu'après 10 jours de coma. Alors évidemment, la grande question de ce livre-là, c'est qui a tué Oriana ? Un homme et 3 femmes vont livrer leur version de l'histoire. Adrien, le mari de la victime, qui est un pianiste de jazz, séduisant, mystérieux. L'insaisissable Adèle, qui est sa jeune maîtresse, donc le mari de Oriana avait une maîtresse. Justine, la policière locale chargée de l'enquête. Et Oriana, enfin elle-même, qui va faire le récit bouleversant des dernières semaines de sa vie. Alors, personne ne ment, mais personne n'est d'accord sur la vérité. Voilà, en gros, quelle est cette histoire de ce livre de Guillaume Musso, quelqu'un d'autre qui, je vous le rappelle, fait l'objet d'une poursuite de la part d'une autrice qui a dit « Mais attendez, il m'a tout piqué », ce que nie, bien évidemment, Kalman Levy. On va passer au... Ah oui, j'ai envie de vous faire entendre, peut-être pas 2, mais au moins un titre en lice pour les prix Audiolib 2025. J'aurais voulu que ce soit 2, mais vous savez comment c'est parfois en radio, le temps nous manque et ça m'a fait plaisir de prendre un petit peu plus de temps, surtout pour le livre de Mélissa Perron, Femme caméléon. Une petite virgule. Connaissez-vous l'autrice qui s'appelle Vanessa Springora ? C'est son vrai nom. C'est celle notamment qui s'est fait connaître il y a peut-être 1 an ou 2 avec un livre qui a fait beaucoup parler, qui s'appelle Le Consentement, qui a d'ailleurs été tourné aussi pour le cinéma. Figurez-vous que le jour où cette femme, Vanessa Springora, à un moment donné, elle a été l'invitée de la Grande Librairie, qui est une émission très courue par les émissions d'ailleurs qu'on peut retrouver ici via TV5, si la littérature vous intéresse. Et donc, elle était attendue sur le plateau de la Grande Librairie lorsqu'elle a été appelée par la police pour venir reconnaître le corps sans vie de son père, qu'elle n'avait pas revu depuis 10 ans. Dans l'appartement de banlieue parisienne où elle vivait, nous dit-on à 4e de couve, et qui fut jadis celui de ses grands-parents, elle est confrontée à la matérialisation de la folie de cet homme, toxique, mythomane et misanthrope, devenu pour elle un étranger. Et tandis qu'elle s'interroge, tout en vidant les lieux, comme on le fait toujours après le décès d'une personne, elle s'interroge donc sur sa personnalité énigmatique. Elle tombe avec épouvante sur 2 photos de jeunesse de son grand-père paternel, donc le papa du père en question, portant les insignes nazis. La version familiale d'un citoyen tchèque enrôlé de force dans l'armée allemande après l'invasion de son pays par le Reich, puis déserteur caché en France par celle qui allait devenir sa femme et travaillant pour les Américains avant de devenir réfugié politique en tant que dissident du régime communiste. Alors, quelle est l'histoire vraie là-dedans ? C'est ça, c'est le début d'une traque un petit peu obsessionnelle et c'est pour ça que ça s'appelle Patronyme, parce que tout part de l'origine de son nom de famille. On en écoute un extrait de Patronyme, c'est lu par Constance Dolé. Toute ma vie, j'ai été renvoyée à l'étrangeté de mon nom. À chaque rentrée scolaire, c'était une question rituelle. Il n'est pas banal, ce nom-là. Vous êtes de quelle origine ? Portugaise ? Italienne ? Espagnole ? C'était une époque où les profs prenaient souvent plaisir à franciser la prononciation de tous les noms de familles étrangers. La première syllabe du mien se changeait alors en un désagréable son nasal, comme celui qu'on entend dans les mots crin ou brin.
J'osais rarement corriger. Mais si je prenais mon courage à deux mains, pour simplifier, je disais « ça se prononce spring », comme le printemps en anglais. « Ah bon ? C'est anglais ce nom-là ?» C'était encore envoyer les curieux sur une fausse piste. Plus tard, le suffixe « gora » inspirerait à mon prof de philo une ascendance grecque et donnerait lieu à de mauvais calembours sur Spinoza. Pour couper court à ces supputations, je finissais toujours par lâcher, un peu gêné, « c'est tchèque ». « Ah, c'est slave donc !» S'ensuivaient quelques considérations sur ma physionomie. « Oui, c'est vrai, vous avez le type slave. » Puis un silence gêné, car des Slaves, en réalité, les Français ne savent pas grand-chose et n'ont généralement rien à dire. Alors que sur l'Italie, on peut toujours broder. Arrivait enfin la question la plus embarrassante. « Donc, vous parlez tchèque ?» Non. L'interrogatoire s'arrêtait là. Un sentiment confus de honte et d'illégitimité, pour ne pas dire d'imposture, fondait ensuite sur moi. J'avais le sentiment de n'être pas d'ici, sans pour autant pouvoir me rattacher à un lieu connu. Ce à quoi me renvoyait ce nom, c'était à une origine nébuleuse, un ailleurs, je ne savais rien, et auquel j'ai longtemps refusé de m'intéresser car il me venait d'un père qui avait déserté ma vie. Par identification ou instinct de rébellion, je compensais en choisissant le plus souvent mes amis parmi ceux qui portaient comme moi un nom étranger ou qui n'étaient pas nés en France. Nous formions le clan des outsiders. Ce nom de famille, malgré tout, j'en étais fière. Et pourtant, il n'y avait pas grand-chose que j'aimais chez moi. Pour la consonance musicale que lui donnait, accolée à mon prénom, son double rythme ternaire. Peut-être en raison de la charge mystérieuse qu'il recelait aussi. Au fil des années, j'en ai fait un talisman. Quelque chose de l'ordre du mysticisme ou de la numérologie. Comme si la somme de toutes ces lettres agencées dessinait un chemin de vie invisible. Je me disais, mon père m'a tout de même donné ça. Un nom pas comme les autres. Alors, qui était ce grand-père tchèque, un dissident communiste ou un tortionnaire, quelqu'un qui se serait réellement engagé dans l'armée du Troisième Reich? Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, il faut lire ce livre de Madame Springaro, comme Spring. C'est sorti en audio. Vous retrouvez ça sur tous les catalogues de livres audio, y compris d'ailleurs certainement sur nara.ca. Et voilà, et c'est ce qui met fin à cette première demi-heure de l'émission des livres plein les oreilles. Je vous retrouve dans quelques secondes. Les bonnes nouvelles se font rares en ce qui concerne le livre audio. Remarquez, non, en Europe, ce n'est pas rare. Ici, c'est très très rare, mais pour vous prouver que j'ai raison d'en parler et pour vous prouver que nous avons raison de nous battre auprès de nos gouvernements pour obtenir les subventions pour les éditeurs afin qu'il y ait beaucoup plus de livres audio qui soient produits ici. Voici deux articles qui me donnent raison. D'abord, on nous dit qu'en Allemagne, l'audio gagne du terrain sur le livre imprimé. Il semblerait qu'en Allemagne, le marché du livre allemand serait sur une pente glissante et on pourrait attribuer ça notamment au prix moyen d'un livre qui a énormément augmenté. Et, le prix moyen d'un livre en Europe, ça tourne autour de 15 €. Autrement dit, c'est 22-23 $. C'est beaucoup moins cher que chez nous. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup plus de monde, mais quand même, je voulais le signaler. Mais les gens trouvent que c'est de plus en plus cher. Eh bien, sur quoi se rabattent les lecteurs allemands? Ils se rabattent sur le livre audio. Ce dernier a connu un véritable essor. Son nombre d'acheteurs a été multiplié par 5 en 10 ans. Atteignant en Allemagne 3,4 millions d'individus en 2023,
qui se sont qui ont déjà écouté un livre, soit en passant, j'imagine que là-bas, ils doivent avoir Audible et tout ça, mais ils ont aussi Spotify là-bas qui leur permet d'écouter sur un abonnement, un simple abonnement, 12 heures de livres audio par mois. Ici, je vous le rappelle, nous avons Nara. Sur simple abonnement, vous pourrez écouter un nombre illimité de livres. Alors, informez-vous, nara.ca, mais c'est une bonne nouvelle. Et je vais aller plus loin, on va aller en Suède. En Suède, figurez-vous que d'après les données développées dans un rapport 2024, les livres audio représentent désormais, tenez-vous bien, 62% des exemplaires de livres vendus en Suède, contre 61% en 2023. Donc, ça ne descend pas, ça continue d'augmenter. Les livres audio génèrent en ce moment 92% de l'ensemble des revenus du livre numérique. Donc, il reste 8% en numérique pour le livre qui se lit sur nos liseuses. Alors, voilà, pas rentable, le livre audio. Imaginez, en Suède, ils ne sont pas plus nombreux que chez nous. Alors, j'ai voulu aller voir, justement, en Suède, quels étaient peut-être les auteurs de la littérature suédoise que lisaient les lecteurs là-bas, autres que les Stieg Larsson, Henning Mankell ou Camilla Läckberg, dont on rappelle souvent les titres dans toutes les émissions littéraires, y compris d'ailleurs dans les miennes. Il y a des auteurs suédois dont on parle moins, notamment Katarina Mazzetti. C'est pas un nom suédois, mais c'est une Suédoise qui a écrit Le mec de la tombe d'à côté, qui est une espèce de romance un peu noire, un peu sombre, qui se passe entre une bibliothécaire qui est veuve et un fermier qui vit tout seul à la ferme familiale, voilà, avec ses 24 vaches laitières, et ils font la connaissance dans un cimetière. Oui, il y aura une histoire d'amour. Extrait de Le mec de la tombe d'à côté de Katarina Mazzetti. C'est lu par Marielle Ostrovsky et Michelangelo Marchese. Oui, c'est à 2 voix. Il peut bien me rendre ce service posthume. Sans lui, on aurait pu me qualifier de Nana Solo 30+. J'ai vu cette formule dans un magazine hier. J'en ai eu le poil hérissé. Alors qu'à présent, je suis une veuve, encore jeune, sans enfant. Quelle tragédie. Et quelle injustice. Oui, vraiment, je te remercie, Oriane. Quelque part me taraude aussi un petit sentiment de pure déconfiture. Je suis tout simplement dépitée qu'Oriane soit allée mourir bêtement, comme ça. Nous avions tout planifié, pour notre avenir proche comme pour le lointain. Vacances en canoë-kayak dans le Värmland, et chacun sa confortable retraite complémentaire. Oriane aussi devrait être dépitée. Tout ce tai chi, ces pommes de terre bio et ces acides gras polysaturés, qu'est-ce que ça lui a rapporté en fin de compte? Se demande l'humoriste de bas étage en montrant ses incisives jaunes. Parfois, je me mets carrément en rogne à sa place. Ce n'est pas juste, Oriane. Toi qui voulais tant de bien, toi qui étais si compétent. Je ressens aussi parfois un léger frémissement impatient entre les jambes. Après 5 mois de célibat, ça me donne l'impression d'être nécrophile. À côté de la pierre tombale d'Oriane, il y a une stèle funéraire monstrueuse, ouais, carrément vulgaire. Marbre blanc avec calligraphie dorée, des angelots, des roses, des oiseaux, des guirlandes de devises, et même une petite tête de mort vivifiante et une faux. La tombe elle-même est couverte de plantes, on dirait une pépinière. Il y a un nom masculin et un nom féminin avec des dates de naissance similaires. À coup sûr, c'est un enfant qui honore ses parents de cette façon chargée. Il y a quelques semaines, j'ai vu pour la première fois la personne en deuil devant la stèle tape à l'œil. C'est un homme de mon âge, avec un blouson voyant et une casquette doublée avec cache-oreille. La calotte est à l'américaine, plus haute devant, avec l'inscription « Les forestiers ». Il était très occupé à biner et à nettoyer la plate-bande. Presque rien ne pousse autour de la pierre d'Oriane. Il aurait probablement trouvé un petit rosier totalement déplacé. L'espèce n'a pas sa place dans le biotope des cimetières. Et le fleuriste devant l'entrée du cimetière ne vend pas d'aquilée ni de reine des prés. Le forestier vient régulièrement, à quelques jours d'intervalle,
vers midi, toujours en trimballant de nouvelles plantes et des engrais. Il dégage cette fierté propre au cultivateur du dimanche, comme si la tombe était son jardin ouvrier. La dernière fois, il s'est assis à côté de moi sur le banc et il m'a observé du coin de l'œil, mais sans rien dire. Il avait une drôle d'odeur et seulement 3 doigts à la main gauche. Putain, je ne peux pas la blairer. Je ne peux vraiment pas la blairer. Pourquoi elle est tout le temps assise là? J'avais l'habitude de me poser un moment sur le banc, après l'entretien de la tombe, pour reprendre le fil de mes pensées. J'essayais de trouver un petit bout de ficelle auquel m'accrocher, et qui me permettrait d'avancer encore un jour, ou 2. À la ferme, quand je cabale entre tout ce qu'il y a à faire, je n'arrive pas à penser. Si je ne me concentre pas sur ce que j'ai en main, inévitablement arrive une mini-catastrophe, qui me donne un jour de travail supplémentaire. Je plante le tracteur sur un rocher et l'essieu arrière pète. Une vache s'abîme un trayon parce que j'ai oublié d'attacher son protège-pied. Me rendre sur la tombe est mon seul bol d'air. Mais même là, j'ai du mal à me dire que j'ai le droit de faire une pause et de simplement penser. Il me faut d'abord biner et planter et m'activer avant de m'autoriser à m'asseoir. Et alors, je la trouve assise là, décolorée comme une vieille photo couleur qui a trôné dans une vitrine pendant des années, des cheveux blonds fanés, le teint pâle, des cils et sourcils blancs, des vêtements ternes et délavés, toujours un truc bleu ciel ou sable. Une femme beige. Bon, c'est traduit très à la française, mais ma foi, c'est assez prometteur. Le mec de la tombe d'à côté de Katarina Mazzetti, autrice suédoise. Un autre auteur suédois dont on parle moins, Frédéric Backman, quoique c'est suite à l'écriture de ce bouquin qu'est né un film dans la dernière année avec Tom Hanks, ou à moins que ça fasse déjà 2 ans. Le livre s'appelle « Vieux râleur et suicidaire, la vie selon Uwe ». Depuis que sa femme est décédée, qu'il a été licencié, ce Uwe-là erre dans sa maison, il fait des rondes de sécurité dans le quartier pour vérifier que tout est en ordre, il engueule tout le monde, et surtout, il veut en finir. Et à chaque fois qu'il essaie de se suicider, il y a quelqu'un de la famille d'à côté, une famille iranienne, qui vient le déranger, et bref, il n'arrive même pas à se foutre en l'air, et ça le met dans une rage folle. Uwe n'est pas prêt d'accéder au repos éternel. Voici un extrait de Vieux râleur et suicidaire, la vie selon Uwe, le pire voisin du monde. Le maigre se cramponne au comptoir. Non, mais enfin, cet ordinateur n'a pas de clavier, on travaille directement sur l'écran. Uwe secoue la tête comme s'il avait surpris son interlocuteur en train de lécher la vitrine réfrigérée d'un marchand de glace. « Mais vous ne comprenez pas, j'ai besoin d'un clavier !» Le vendeur pousse un profond soupir, le temps de compter jusqu'à 10. D'accord, je comprends, mais je ne crois pas que cet ordinateur vous conviendra. Je pense que vous devriez acheter un MacBook. Uwe est sceptique. Un MacBook ? L'employé a un regain d'énergie comme s'il avait franchi une étape dans les négociations. Oui, Uwe fronce les sourcils, pensif. C'est une de ces maudites liseuses dont tout le monde parle. Le vendeur pousse un soupir digne d'une tragédienne. Non, un MacBook, c'est un portable avec un clavier. Ah oui, je vois, s'écrie tout de suite Uwe. Le jeune homme hoche la tête, passe les mains sur la caisse. Voilà. Uwe regarde autour de lui, remue de nouveau le carton. Et il est bon ? Le maigre baisse les yeux en repoussant l'envie de s'arracher les cheveux. Soudain, il relève la tête avec un large sourire. « Écoutez, je vais aller voir si mon collègue a fini de s'occuper de son client et je vais lui demander de venir vous faire une démonstration. » Uwe regarde sa montre, désapprobateur. « Vous savez, certains d'entre nous ont mieux à faire que passer leur journée ici. » L'employé fait oui de la tête et disparaît quelques instants derrière la caisse. Il revient accompagné d'un collègue, arborant l'air réjoui de celui qui débute dans le métier. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?»
Uwe martèle le comptoir de l'index. « Je veux un ordinateur !» Le nouveau s'assombrit subitement. Il se tourne vers le premier vendeur avec une expression signifiant que ce dernier ne perd rien pour attendre. « Bien sûr, un ordinateur, c'est ça. Dans ce cas, allons faire un tour au rayon des ordinateurs personnels pour commencer, » propose-t-il avec peu d'enthousiasme. Uwe le fusille du regard. « Oh, pas besoin de dire ordinateur personnel, je sais ce qu'est un PC portable, bon sang !» Le collègue hoche obligeamment la tête. Le maigre lui souffle « J'en peux plus, je prends ma pause. »« Une pause, hein ? Les gens n'ont que ce mot à la bouche de nos jours, » grommelle Uwe, en reniflant de dédain. « Quoi ?» fait le collègue. « Une pause, P-A-U-S-E » articule Uwe. Chapitre 2. Uwe fait la tournée d'inspection du quartier. Uwe et le chat se sont rencontrés un matin à 6h moins 5. Le chat a détesté Uwe sur le champ. Le sentiment était plus que réciproque. Uwe s'est levé 10 minutes plus tôt, à son heure habituelle. Il n'a aucune indulgence pour les gens qui traînent au lit et prétextent que le réveil n'a pas sonné. Uwe n'a jamais utilisé de réveil matin de sa vie. Il a toujours ouvert l'œil à 6h moins le quart pour se lever immédiatement. Il a mis en marche la cafetière en mesurant la quantité de café exacte que sa femme et lui ont bu ensemble chaque matin pendant presque 40 ans dans ce lotissement. Une dose par tasse et une pour la cafetière, ni plus ni moins. Plus personne ne sait faire le café correctement, pas plus qu'écrire à la main. À présent, on ne jure que par les ordinateurs et les machines à expresso. Où va donc le monde quand les gens ne savent plus écrire ni préparer le café ? Où ? Tandis que sa tasse de café véritable se remplissait, il a enfilé une veste et un pantalon bleu et chaussé des sabots. Les mains dans les poches, à la manière d'un homme d'âge mûr qui n'attend que des déceptions d'un monde extérieur pas à la hauteur, il a entamé sa tournée d'inspection du quartier. Comme chaque matin. Très très sympa, vieux râleur et suicidaire, la vie selon Uwe, le pire voisin du monde de Frédéric Backman, lu par Jean-Philippe Puy-Martin. Des nouveautés maintenant en audio, à commencer par cette espèce de journée particulière que nous offre Philippe Besson. Ça s'appelle « Vous parlez de mon fils ». On va suivre tout le long du livre un cortège de gens venus témoigner de leur soutien auprès d'un couple, papa, maman, Vincent et sa femme, Juliette, qui doivent surmonter la douleur d'avoir perdu un de leurs 2 fils victimes de harcèlement au lycée. Comment peut-on pardonner à ceux qui ont pris leur fils, qui se sont déchaînés sur lui d'une haine féroce et gratuite, et comment ont-ils pu les autres laisser faire ça ? C'est un puissant réquisitoire contre la violence ordinaire, la bêtise et l'intolérance, signé Philippe Besson. Vous parlez de mon fils, c'est lu par Jérémy Lopez. Hugo était en 3e, à André Malraux. En maths, il apprenait les résolutions de problèmes et les démonstrations. En histoire, c'était l'évolution du monde depuis 1945. En SVT, le corps humain et la santé. En physique-chimie, l'énergie et ses conversions. Il faisait de l'anglais en LV1 et de l'espagnol en LV2. Je le sais parce que j'ai rangé ses livres de classe, juste après. Il y a 3 mois, on m'aurait posé les questions « Il a quoi au programme, votre fils ?» Je n'aurais rien su répondre. La seule chose que j'avais comprise, c'est que sa matière préférée, c'était l'éducation artistique et culturelle. Bien que je sois incapable de dire par exemple à quoi correspondent les arts plastiques. Mon fils suivait un enseignement qui m'était étranger, auquel je n'entendais presque rien. D'ailleurs, je ne l'ai jamais aidé à faire ses devoirs. Je n'ai jamais relu une seule de ses dissertations. Je me rassurais en me répétant « De toute façon, les ados n'ont pas envie que leurs parents s'occupent de leurs affaires. »
Hugo jouait à Fortnite, écoutait de la musique, un casque sur la tête, de la pop, pas du rap. J'entendais des bribes quand il retirait son casque pour répondre à sa mère. Ne pratiquait aucun sport, sauf un tout petit peu de skate, et ça me désolait parce que j'aurais bien aimé aller le voir disputer des matchs, de foot, de basket, de n'importe quoi, ou des tournois de judo, comme les pères le font avec leurs fils. Lisait des livres qu'il empruntait à la bibliothèque, avait agrafé un poster de Rimbaud dans sa chambre. C'est lui qui m'a dit que c'était Rimbaud. En haussant les épaules, moi j'ignorais à quoi il ressemblait. Avait grandi récemment, ce qui avait accentué sa maigreur. Avait du mal à se lever le matin, à s'endormir le soir, évitait le conflit, ne s'énervait quasiment jamais, adorait son frère. Le petit se blottissait contre lui sur le canapé. Depuis la chambre, j'entends l'eau couler dans la salle de bain. À son tour, Juliette prend sa douche. Sans la voir, je sais qu'elle a son regard aveugle, de longs moments d'immobilité. Je le devine à l'eau qui n'éclabousse plus. Ça peut durer 5 minutes. Certains jours, elle pleure, dos à la paroi. Elle pleure à ne plus pouvoir s'arrêter. Elle est secouée de larmes, ou se recroqueville, comme si elle se protégeait de coups qui lui seraient assénés. Je n'ose plus aller la déranger. Au début, je le faisais, mais j'ai saisi qu'elle répugne à être vue dans cette posture, cet effondrement, et qu'elle a besoin de rester seule sous le jet d'eau brûlante. Ma femme ne se remettra jamais de la disparition de son fils. Les gens ont beau lui expliquer, et moi avec eux, que le temps permet de guérir de tout, que la vie continue, employer toutes ces formules qu'on a entendues 1000 fois, qu'on a parfois employées nous-mêmes, à destination de nos amis, de nos proches, dans la peine, dans le deuil. Il y a quelque chose de cassé en elle, quelque chose qui ne se réparera pas. Le choc de la nouvelle, la sidération ont provoqué cette cassure. Après, le chagrin a déboulé. Le chagrin à perte de vue. Puis la colère, la culpabilité sont venus et n'ont fait que creuser un peu plus la fracture. Je songe que cette même salle de bain a pourtant été le théâtre du plus grand bonheur. Un soir, Juliette en avait jailli tenant à la main un petit ustensile blanc et bleu que j'avais bêtement pris pour un stylo et qu'elle avait tendu dans ma direction avec un sourire immense. J'avais soudain compris qu'il s'agissait d'un test de grossesse. Hugo venait d'entrer dans nos existences. C'est elle qui m'a dit un jour: je suis allé devant son collège à l'heure de la récréation sans me montrer. Et moi, pauvre imbécile, je me suis agacé. Tu n'as pas fait ça quand même. Elle a ignoré mon objection. Il m'a fallu moins de 5 minutes pour voir un truc. J'ai sursauté et oublié mon indignation. Quel truc? Elle a dit: il y avait 2 garçons de son âge autour de lui qui s'amusaient sur son passage à mimer la peur, à faire comme s'ils étaient épouvantés, à se nouer les mains autour de la gorge comme s'ils étouffaient. Et puis ils ont commencé à se moquer de lui, à rire comme des abrutis. Finalement, il y en a un qui l'a bousculé d'un coup d'épaule, et lui, il n'a pas réagi, il baissait la tête. Il attendait que ça passe. J'ai dit: c'était sûrement pour rigoler, tu sais, c'est pas forcément méchant, les gamins, ils sont comme ça. Surtout à cet âge-là. Je ne croyais plus tout à fait à mes propres explications, mais il fallait bien se rassurer, nous rassurer. Oui, tout un réquisitoire que je ne peux que vous recommander de vous lire. Vous parlez de Mon fils, histoire touchante sur le harcèlement scolaire de Philippe Besson, lu par Jérémy Lopez. On change de style complètement avec L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Honnêtement, il a fallu que je fasse beaucoup de recherches pour trouver ce livre audio-là dont je n'avais jamais entendu parler, ni par écrit, ni par audio. On est sur une péniche avec Tornado. Ils l'ont appelé comme ça parce qu'il ressemble au cheval de Zorro. C'est un chat. Et il est absolument, évidemment, irrésistible. D'abord, ils sont 2 chats sur cette péniche, entourés par ceux qui se prennent pour des humains. Se plaise-t-il à dire toujours. Et aussi ceux qui se croient leur maître.
Voilà, ça c'est encore plus vrai. Et il se raconte. Alors ce sont deux chats qui sont nourris de poésie, qui sont nourris de musique. Ce sont des chats penseurs. Donc ce sont des chats qui se racontent. Il y a June qui est une petite chatte qui abrite le fantôme de Masha, une petite fille qui aurait pu naître. Et quand le récit commence de ce livre-là, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats, de Mathias Malzieu, d'ailleurs c'est lui qui le lit, Malzieu, un autre drame menace parce que Tornado, ce petit chat, est malade et n'a peut-être plus que quelques jours à vivre. Alors comment fait-on face à cette nouvelle perte qui s'annonce? Y aura-t-il un traitement miracle pour sauver ce chat? Extrait de L'homme qui écoutait battre le cœur des chats, de et par Mathias Malzieu. Je tiens à préciser immédiatement que je ne suis certainement pas un animal chantant ou ce genre de choses. Mais depuis que j'ai croqué l'album The Doors Absolutely Live, qui traînait sur le bureau de celui qui se croit mon maître, des mélodies me traversent. Oui, je mords les disques vinyles. Chacun son fétichisme. Je chante pour le chaton quand il dort. Pas fort, juste de quoi imaginer qu'il pourrait m'écouter. J'aime prendre le temps de le regarder. J'en profite pour le toiletter de la tête aux pattes. Ainsi, le chaton se réveille exactement propre. Comme par magie. Je sais qu'il sait ce que je fais. Il sait que je sais qu'il sait. Mais nous n'abordons pas le sujet. Oh, je vous entends penser, chère lectrice et lecteur. Sachez que je ne me prends absolument pas pour sa mère. D'ailleurs, je ne regrette pas que l'on m'ait déconnecté le circuit reproductif. Ceux qui se croient mes maîtres ont fait une fausse couche doublée d'une amouragie. Ce qui revient à dire que la belle Griffue a failli mourir. À 10 minutes près. Très près de la mort. 10 minutes. Le temps d'un café légèrement allongé. Le temps de manger une pomme. Le temps de lire 2 ou 3 poèmes. Le temps d'attente entre 2 métros sur la ligne 8 le dimanche. Le temps d'écouter 3 chansons des Beatles. Le temps que 10 feux rouges passent au vert. Le temps exact que le taxi a mis pour arriver. L'ambulance aurait débarqué 15 minutes plus tard. Celui qui se croit mon maître volait enceint. Il cherche encore la piste d'atterrissage. Celle qui se croit ma maîtresse est tombée, enceinte. La belle Griffue ne veut plus d'enfant, du tout. Elle laisse échapper un « pour l'instant » dans le vent qui sonne comme un « pour toujours » aux angles arrondis. Le vieil enfant à Vibris voudrait un enfant, malgré son presque demi-siècle. Depuis, le fleuve a coulé sous les ponts. Ceux qui se croient mes maîtres sont venus habiter sur le bateau. À travers les grands hublots de la cuisine, de l'autre côté de la route liquide, se déploie une île. On y trouve de quoi jouer au football et grimper aux arbres. Des petits chevaux se promènent avec des enfants sur leur dos. Ceux qui se croient mes maîtres ont laissé couler la Seine jusqu'à ce que le printemps dore le fleuve à leur fin, puis ils m'ont adopté. Tornado et le fantôme. Dans la maison qui flotte, les murs transparents permettent de regarder passer les bateaux. D'après celui qui se croit mon maître, c'est comme aller au cinéma. Les personnages principaux du film sont les poules d'eau, les reflets à travers leurs plumes, la lune en brasse coulée entre les cyprès et les rameurs aux bras en forme de cosses de haricots. Un peu plus loin, passe le petit train des canards, sous le regard du ragondin aux dents de fumeur de gitane. Un programme de qualité pour éviter de penser à la mort quand vient l'insomnie. Parfois, quand le petit matin allume la salle sans prévenir, j'entends une voix de fillette. Quelque part derrière les ombres, un tintement de cristal.
Cela me procure une joie subtile. Je suis transporté tout à coup. Le temps de la musique, je ne suis plus malade. J'ai toujours adoré croquer les disques, autant que les livres et le journal L'Équipe. Depuis que je n'y parviens plus, June le fait à ma place. Manger le vinyle aggrave sa gingivite. Elle ne se plaint pas. Mais quand le tintement de cristal disparaît, elle continue la mélodie. Je fais semblant de dormir. Elle le sait. Elle sait que je sais qu'elle sait. Lorsque je suis monté sur le bateau la première fois, son ventre a gonflé comme une grenouille de conte de fées qui aurait fumé toutes les clopes du ragondin. Elle a grommelé, m'a soufflé dessus pendant 3 jours, avant de soudain me couvrir de baisers particulièrement ambigus. Je n'ai pas tardé à comprendre qu'elle voulait surtout jouer à la maman. J'étais déjà en surdose de baisers, avec ceux qui se croient mes maîtres, mais je laissais faire. J'aurais préféré me consacrer à lui manufacturer tout un tas de chatons, mais j'ai dû accepter d'être le sien. Ah là 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 là, les chats qui mangent des vinyles, j'adore ça. L'homme qui écoutait battre le cœur des chats 2 et par Mathias Malzieu, c'est une nouveauté, c'est sorti le 12 mars dernier, voyez-vous. Et c'est ce qui vient refermer cette émission des livres plein les oreilles pour cette semaine. Merci beaucoup à mon ami Mathieu Tessier qui était encore une fois en régie. Je m'appelle Clotilde Sey, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut.